Est-ce que vous aviez conscience, avant de travailler sur votre modèle économique avec l'économie à fonctionnalité, de la valeur que vous produisiez? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui, dans l'économie, la fonctionnalité de la coopération, vous a aidé à identifier, mais oui, en fait, c'est en ça que je rends service, c'est en ça que je crée de la valeur? Avant l'économie de la fonctionnalité, un architecte, ça facture des heures de conception, ou sinon, en marché public, c'est un pourcentage du montant des travaux. Mais fondamentalement, effectivement, comme tu dis, ça reflète rien du travail qui est effectivement réalisé, de la conception, de la partie matière grise qu'on peut investir dans un projet. L'économie de la fonctionnalité, ça nous a permis de mettre ça en évidence. Toute une démarche de relation avec nos clients, le fait de les intégrer dans la conception, ça leur permet de voir d'entrée de jeu ce qui fait vraiment le cœur de notre métier, le cœur d'un projet, l'ADN d'un projet, et que c'est pas seulement des plans et un descriptif, c'est beaucoup plus que ça, c'est toute une réflexion, toute une démarche de conception technique et architecturale. Voilà. Et ça, depuis qu'on travaille de cette manière-là, ils le perçoivent beaucoup plus facilement. Après, au niveau contractuel, forcément, ça change un petit peu la donne. On a dû adapter nos contrats en conséquence, avec toujours la difficulté de faire rentrer ça dans les cases de la loi de 1977 sur l'architecture, qui régit encore le métier aujourd'hui, et qui est entre autres totalement obsolète au vu de ce qu'on fait nous et des évolutions du métier au-delà de notre propre pratique. C'est presque un modèle économique à imaginer pour chaque client. On facture pas la même chose, on facture pas de la même manière, on n'élabore pas le contrat de la même façon selon tel ou tel client, en fonction du sujet qui peut nous ramener. Même un même client qui reviendrait deux fois, pour un projet A et un projet B, on aura probablement deux offres complètement différentes l'une de l'autre. Et donc forcément, on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers et sur une façon de faire qui devient effectivement obsolète au bout de quelques temps. Il faut savoir qu'on parle de modèle d'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Ce n'est pas toujours très bien choisi et très heureux finalement comme terme. L'économie de la fonctionnalité, de la coopération, c'est plus une manière d'analyser votre modèle économique qu'un modèle à atteindre en tant que tel. Et du coup, moi je dis souvent, il y a les lunettes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc je vous présente les lunettes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vais les mettre. Si ça ne se casse pas, ça s'est cassé. Forcément, on dirait que c'est compliqué. Et je vais vous expliquer en gros ce que je vois du retour d'expérience qui a été donné par Fabien et par Céline. Ce que je vois, c'est qu'au final, dans les expériences de l'un et de l'autre, il y a deux concepts qui nous permettent de comprendre quelle est la valeur. Il y a les ressources immatérielles qui ont été citées. Il y en a 4 qui sont très importantes. La confiance, la santé, la pertinence et les compétences. Tout ça, c'est super important de pouvoir les identifier, de les voir comme une ressource pour pouvoir les valoriser par la suite. Et ce sont des ressources, du coup, qui demandent à être développées. Et pour les développer, c'est un travail bien particulier. On va rentrer plus en détail sur cette dimension-là. Et surtout, il y a un autre concept qui est très important, qu'on mobilise souvent, qui sont les externalités. Les externalités, c'est-à-dire l'ensemble des effets utiles qu'on a créés malgré nous, ou les effets négatifs qu'on a créés malgré nous, ou que l'on subit. Un bâtiment qui est bien conçu, qu'est-ce que ça crée comme effet utile, en réalité? Et dans les expériences de Céline et de Fabien, ce qui a été pris en compte dans leur modèle économique, dans la manière de voir la valeur, c'est de regarder justement ces ressources immatérielles et ces externalités qu'on ne pouvait pas voir sans ces lunettes de l'économie de la fonctionnalité. Mais du coup, tout ça c'est très immatériel. Si on facture des heures, c'est parce que c'est quelque chose de mesurable. Si on facture des heures de conception ou des affiches, des plaquettes, un site internet, c'est tangible, c'est mesurable.
Et nous, on vous parle d'effets utiles et on vous parle de ressources immatérielles. Ça crée une petite difficulté, du coup, pour savoir comment créer cette valeur et en quoi ça crée de la valeur. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir évaluer réellement la valeur que vous produisez? Nous, en fait, on mesure la transformation de la promesse en résultat et l'avancement de cette transformation. Donc forcément, si on doit passer justement de quelque chose conceptuel écrit sur un contrat à un bâtiment effectif, fonctionnel, au bout d'1 an et demi, 2 ans, il y a toute une série d'étapes qu'on a prédéfinies avec notre client, qui est spécifique à son projet, qui n'est pas forcément celui du voisin. Et après, à chaque étape, tout est codifié, tout est codifié, planifié, etc. On sait à l'avance quand est-ce qu'on va se voir, pour quel sujet, pour traiter quoi. On sait quand est-ce qu'on doit valider quoi, et chacun a un rôle bien précis et des choses à fournir, aussi bien de notre côté forcément en tant qu'architecte, mais aussi côté client, ils ont obligatoirement leur part du travail à faire, vu qu'ils viennent nous voir pour participer aussi à la conception de leur projet. Et après, on oublie souvent, alors dans notre métier, on oublie, là désormais on n'oublie plus en l'occurrence, mais les entreprises qui elles aussi ont leur part dans le résultat, dans l'accomplissement du résultat, et on essaye de les intégrer le plus en amont possible d'un projet. De plus en plus, alors on ne peut pas faire ça en marché public, mais on peut faire ça en marché privé. On chinte complètement toute forme de mise en concurrence. C'est totalement inique et, de notre point de vue, inique et stérile. En revanche, on va aller choisir les entreprises pour lesquelles qu'on connaît bien, dont on connaît bien plutôt les compétences. On ne les connaît pas forcément directement, mais on connaît bien leurs compétences et on a bien identifié ce pourquoi on veut travailler avec eux. Tout ça, c'est échangé, etc. Et dès que le projet commence à prendre forme, qu'on a quelque chose dont on sait à peu près où on va, c'est les 20-80, 80% du projet qui est à peu près figé. Là, on commence à intégrer les entreprises dans la réflexion. Et c'est ce travail coopératif entre les 3 acteurs, on va dire, là, entre la partie maîtrise d'ouvrage, client, la conception, architecte, bureau d'études, etc., et les constructeurs, qui fait qu'on atteint le résultat, voire même qu'on va certainement plus loin encore que ce qu'on aurait pu faire avec des méthodes classiques où on conçoit le projet avec une idée préconçue de ce qui est possible de faire, parce qu'en tant qu'architecte, on est supposé tout savoir, ce qui est, de mon point de vue, à discuter. Et pareil, côté bureau d'études. Et puis on établit un cahier des charges, on consulte les entreprises, on leur demande un devis. Et puis on fait des analyses d'offres qui n'ont ni queue ni tête, où on vérifie les quantités, les prix unitaires, etc., en fonction du marché, machin. Mais au final, on ne va pas chercher la matière grise qu'il y a aussi côté entreprise. C'est pas qu'une main, une entreprise, c'est aussi des gens qui ont un savoir-faire, qui ont une technicité plus ou moins élevée, on est d'accord, mais sur laquelle il y a de la connaissance aussi à aller chercher, et c'est la mise en cohérence de toutes ces connaissances qui transforme progressivement la promesse en résultat. Et le fait d'avoir un client qui participe à tout ça, il voit progressivement le projet s'élaborer, se faire tranquillement. Et il voit aussi que quand lui, il ne fait pas son job, on n'avance pas. En tout cas, on n'avance pas aussi vite et aussi bien que ce qu'on aimerait. La valeur qui est produite, elle ne dépend jamais que d'un seul acteur. Tu disais, il y a aussi les entreprises du bâtiment avec qui travaillent qui vont faire que potentiellement les effets utiles qui étaient imaginés, on va les atteindre ou on ne va pas les atteindre. Notamment, je pense aux questions de délai, je pense à la question aussi de qualité, etc. Tout ça, ça ne dépend pas juste de l'architecte. Or, si je commence à m'engager sur ces effets utiles-là,
bah, je me rends compte que je ne suis pas le seul responsable de cette affaire-là. Ça, c'est un élément très très important parce que du coup aussi le travail d'évaluation, il faut le faire pour sa propre structure, mais il faut le faire en fait avec l'ensemble des acteurs qui participent aux effets utiles que vous voulez viser. C'est ça la coopération. Ça demande un vrai travail du coup de savoir mettre en place cette coopération avec l'ensemble des autres acteurs pour pouvoir atteindre ces effets utiles. En parlant justement de cette coopération qui est un enjeu central dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, vous avez aussi développé des outils pour développer cette coopération, soit avec vos clients ou aussi avec d'autres. Quel a été le travail en fait pour développer cette coopération que vous avez mis en place? Je vais dire une horreur, on mesure la fiabilité de notre client. Et des entreprises et de nos partenaires, etc. Quand je dis fiabilité, c'est on demande qu'ils se soient engagés à nous fournir telle ou telle information, tel ou tel document, à décider ci ou ça, à une date fixe, et tout ça c'est planifié, et sur toute l'opération. Et puis bah, après on vérifie tout simplement qui est en retard et qui est en avance, et pourquoi on est en retard, pourquoi on est en avance. Et ça, tout le monde le sait, aussi bien notre client que nous-mêmes, que les entreprises. Et ça fait prendre conscience à chacun, et notamment à notre client, que bah, y a tout un système d'acteurs qui fait qu'on avance tous ensemble vers un objectif commun. Ça permet à notre client de prendre conscience aussi de l'importance du rôle qu'il peut avoir vis-à-vis de tout le monde et de la responsabilité qu'il a lui-même sur le travail de chacun. Là, par exemple, on est dans une période qui devient compliquée sur les chantiers parce qu'on a des commandes à faire passer. Enfin, les entreprises ont des commandes à faire passer. On a nos clients qui doivent choisir des matériaux, des couleurs, des trucs, des machins. Et s'ils ne choisissent pas dans les temps, on ne peut pas passer les commandes dans les temps. Et derrière, c'est plus livré avant le 31 juillet, ce sera livré au mieux mi-septembre, voire même fin septembre. Et ça retarde d'autant le chantier. Ça, c'est des enjeux que nos clients ne sont pas en mesure de comprendre. Ils peuvent le comprendre de manière théorique, mais ils ne le perçoivent pas au quotidien. Et en travaillant avec nous, bah, ils se rendent compte que oui, c'est un impact réel que de dire bah, désolé les gars, j'étais en vacances ou j'ai pas pris le temps de lire mes mails. Et bah ouais, mais dommage. Je dis client, alors avec une entreprise par exemple, c'est aussi bien le chef d'entreprise qui donne le cap, qui décide, qui a la vision, et que ses collaborateurs qui eux sont sur le terrain et qui ont l'expertise d'usage, l'expertise du site. Et on mesure tout ça parce que de temps en temps, c'est pas que le chef d'entreprise qui doit prendre une décision, ça peut être aussi ses collaborateurs dans le cadre plus global de l'opération. Je reviens aussi sur l'expérience que vous avez dite sur l'organisation du travail du client et sur les enjeux de coopération. Je ne vous ai pas défini ce que c'est que la coopération, mais on définit nous la coopération comme la capacité à prendre les contraintes des autres dans son propre travail. Ça va dans les deux sens. Vos clients aussi doivent prendre conscience aussi des contraintes, de vos contraintes pour pouvoir les intégrer dans son propre travail. Donc tous les outils, et notamment les outils aussi bien que chez Banque Communication et chez Envergure Architecte, sont les outils qui permettent de, révéler quelles sont les contraintes de ces deux structures. Quand je veux un bâtiment livré dans 6 mois, ça pose un certain nombre de contraintes pour l'architecte. Ça va supposer un certain nombre d'étapes de travail à mettre en place. Et dans ces étapes de travail, le client il va avoir aussi du travail à réaliser pour atteindre cette performance.